d'hydrogène. Voilà, c'est ça, l'atome d'hydrogène. Alors, vous savez, l'atome d'hydrogène, ce n'est qu'un électron qui est en train de graviter autour d'un proton. D'accord? Donc un électron de charge moins E et le proton sera sûrement de charge plus E. Et l'électron il tourne avec une vitesse normalement constante. D'accord? Alors, la première des choses qu'on vous demande, puisqu'il s'agit de deux charges, d'accord, un petit rappel de la force électrostatique de Coulomb. Donc, comme vous savez très bien que la force de Coulomb a été définie de fait que, par exemple, si j'ai deux charges de signes opposés, c'est-à-dire de différentes charges, de telle manière que le produit est négatif, alors les deux charges, ils s'attirent, d'accord? Sinon, c'est-à-dire s'ils sont de même signe, le produit étant positif, soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, et donc ils vont se repousser. Et la force de Coulomb, elle est donnée par, comme vous savez, que tout le monde sait, son module étant de la forme, donc la charge, si j'ai la même charge, donc ça va être Q fois Q carré, s'il s'agit de même charge, sur 4pi epsilon 0, d'accord, avec epsilon 0 étant la constante électrique, ou qu'on appelle la permittivité du vide, fois 1 sur R carré, avec R étant la distance qui sépare les deux charges. Donc ça, c'est la force de Coulomb, force exercée entre deux charges. Et bien, pour l'atome d'hydrogène, j'ai cette force de Coulomb qui s'exerce, d'accord. Le proton exerce sur l'électron une force dont le module étant donné par Q carré sur 4pi epsilon 0, 1 sur R carré. D'accord. Alors, dans notre exercice, on me demande de poser la constante Q carré sur 4pi epsilon 0 égale à E carré. D'accord. C'est une constante. Ce n'est pas la charge de l'électron. D'accord. On pourrait la noter autrement, par exemple K carré, mais voilà, dans cet exercice, on me demande de la noter au carré. D'accord. C'est pas grave. Alors, dans ce cas, la force de Coulomb, son module, ça va être que E carré sur R carré. Avec E carré, c'est une constante définie par la charge de l'électron carré sur 4pi epsilon 0. D'accord? Alors, après, on vous demande de donner les dimensions de E carré. Eh bien, les dimensions de E carré, je peux les déduire facilement, c'est-à-dire les unités. Il suffit de multiplier les dimensions de E carré. Ce n'est que les dimensions de la force fois les dimensions de R carré, de la distance au carré. D'accord? Donc, en effet, voilà les dimensions de E carré, c'est les dimensions de la force, elle est là, fois les dimensions de la distance au carré. Donc, je pose R carré sous la forme de R fois R, de telle manière à faire apparaître ici F fois R. Parce que la force fois une distance, c'est du travail. Et le travail a pour unité les joules. D'accord? Donc, j'aurai ici des joules, F fois R, c'est des joules, fois R qui est des mètres. D'accord? Donc, joule fois mètre. Eh bien, les joules, vous savez très bien voir chapitre 1, cours chapitre 1, où nous avons montré que les joules, c'était rien que les mL carré T-2. M, c'est-à-dire une masse, c'est des kilogrammes. L carré, L, c'est une longueur, c'est des mètres carrés. Et T, ça désigne le temps, d'accord? C'est des secondes, d'accord? Donc, voilà, les joules, c'est mL carré T-2. mL carré T-2. Fois M, qui est une... c'est des mètres, pardon, M c'est les mètres, donc c'est une longueur. Voilà. Donc L carré fois L, ça fait L à la puissance 3. Et finalement, les dimensions de E carré, ce n'est que M, L au cube T-2. Sachant que M désigne une masse, c'est des kilogrammes. L, c'est une longueur, c'est des mètres. Et T, c'est le temps, c'est des secondes. Donc voilà, c'est très très simple, ce petit rappel de la force électrostatique. Alors, atome d'hydrogène. Alors, je rappelle bien une chose que nous avons vue en cours, si vous vous rappelez dans le chapitre 1, du fait que lorsque nous avons traité plus exactement les insuffisances de la mécanique classique, si vous vous rappelez que l'atome d'hydrogène était un exemple où les lois de la mécanique classique, d'accord, la mécanique du point par exemple, lorsqu'on applique sur l'atome d'hydrogène, ou lorsqu'on applique plus précisément les relations dues au fait qu'une charge accélérée rayonne de l'énergie, d'accord, en électromagnétisme, on avait montré que la mécanique classique, elle était insuffisante pour expliquer ce qui se passe au niveau de l'atome d'hydrogène, d'accord.
Si vous vous rappelez que nous avons dit que si l'électron est en train de tourner avec une vitesse constante, d'après le fait que toute particule accélérée rayonne de l'énergie, et bien l'électron il va perdre de l'énergie, il va s'approcher bien sûr du noyau, c'est-à-dire il va finir par tomber par le noyau. Chose en réalité n'arrive pas dans la nature. Tout simplement que la théorie qu'on avait utilisée de la mécanique quantique, mécanique classique et l'électromagnétisme classique était incapable de répondre ou de résoudre ou d'expliquer le fait que l'électron ne tombe pas sur le noyau. Alors ici, on va vous demander de calculer le rayon de l'orbite, c'est-à-dire le rayon de la trajectoire de l'électron autour du noyau. D'accord? C'est notre but. Alors pour cela, voilà, on vous dit, dans la deuxième question, en égalant la force électrostatique à celle centrifuge, due à la rotation de l'électron sur l'orbite de rayon R, d'une part, et en utilisant la théorie de quanta. D'accord? Calculer, en fonction de la masse de l'électron, la constante E et la constante H bar, le rayon de bord. D'accord? Donc je vous explique. Vous allez utiliser deux choses. La première, le fait que la force électrostatique elle est égale à celle centrifuge, en égalant, en posant l'égalité entre la force électrostatique et celle centrifuge, d'accord? Et en utilisant la théorie des quanta, vous devez calculer le rayon de bord, d'accord? Qu'on va expliquer après. Alors, un petit rappel, donc en effet, pour déterminer ce rayon de bord, je vais redessiner ici l'atome d'hydrogène, d'accord? C'est un schéma. Donc vous avez un électron qui est en train de tourner avec une vitesse v constant du point de vue module. La trajectoire de l'électron étant circulaire, je suppose qu'elle est circulaire parce qu'en réalité c'est pas circulaire, R n'est pas constant, hein? Donc, mais nous on suppose pour faciliter que le rayon étant constant. Donc voilà, la vitesse étant constante de point de vue module, mais sa direction, il change parce qu'elle est tangente. Chaque fois qu'il change de position, la direction change. Donc il y a une variation de direction de vitesse, d'où ce qui va induire une accélération. D'accord? Parce que normalement, si vous faites l'exercice classique, si vous appliquez la mécanique du point sur cette particule de masse m qui est en train de tourner avec une vitesse v constante, vous pouvez montrer qu'il y en a, normalement il y a deux accélérations, une accélération tangentielle et une accélération normale. L'accélération tangentielle étant nulle, du fait que le module de v est constant, donc dès v est constant égal à 0, mais puisque la direction change, il y a une accélération qu'on a appelée l'accélération normale. D'accord? C'est une accélération qui est, si vous voulez, qui est dirigée vers le centre, d'accord, vers le centre, c'est-à-dire vers le proton, sa direction étant parallèle confondue avec le rayon. Alors, cet électron qui gravite autour du noyau, on va lui appliquer les équations du mécanique de point et on peut facilement déterminer que cette accélération normale, son module, il ne vaut que v carré sur r. Le calcul étant très simple, vous pouvez vous amuser à revoir cet exercice. Donc voilà, j'ai une particule, c'est l'électron, qui tourne avec à une vitesse v constante et elle est d'accélération gamma égale v carré sur r. L'accélération étant sa direction, elle est confondue avec le rayon r. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? En égalant la force électrostatique à celle centrifuge. Donc, j'ai deux forces si vous voulez. L'électron, il est soumis à une seule force due à la force de Coulomb, attraction, c'est-à-dire le proton attire l'électron, d'accord? Il attire l'électron. Donc, la force F étant la force de Coulomb. Il y a aussi la force qu'on appelle force centrifuge. Et bien, la force centrifuge, c'est la force qui est due à l'accélération, d'accord? À l'accélération. Alors, ces deux forces, ils sont égaux, force électrostatique et celle centrifuge. Et bien, cette phrase ne veut dire que appliquer le principe fondamental de la dynamique.
Le principe fondamental de la dynamique, ce n'est que la somme des forces égale à m gamma. Eh bien, si je fais le bilan des forces, la somme des forces est F électrostatique. D'accord? Donc voilà la force électrostatique égale, en égalant égale à m gamma, et bien m gamma, c'est la force centrifuge. Donc cette phrase ne veut dire que, autrement, appliquer le principe fondamental de la dynamique, qui est très simple, la somme des forces égale à m gamma. Donc je remplace la somme des forces par la force de Coulomb, d'accord? La force de Coulomb étant Fc, que dans la question précédente, nous avons montré qu'elle est égale à E carré sur R carré, et m fois gamma, avec gamma, c'est V carré sur R, d'accord? Donc voilà, j'obtiens mv carré sur r égale e carré sur r carré. Je peux simplifier le r du côté que de l'autre de l'égalité et on obtient facilement cette expression mv carré égale e carré sur r. Donc je vais noter cela par l'équation 1, d'accord? Donc voilà, c'est-à-dire j'aboutis le fait d'appliquer le fait que la force électrostatique égale à celle centrifuge me donne la première équation mv carré égale e carré sur r. Ensuite, on me dit d'appliquer la théorie des quanta. Alors, la théorie des quanta, ben, c'est une théorie, c'est quelque chose que M. Bohr avait postulé à l'époque, d'accord? Cette théorie, elle est très simple. Alors, M. Born prend le fait que, ou dit que, il impose, hein, c'est une relation empirique, elle a été postulée, c'est comme l'équation de Schrödinger, par exemple, d'accord? Que le moment cinétique, le moment cinétique de l'électron est quantifié. D'accord? Le moment cinétique de l'électron est quantifié. Qu'est-ce que veut dire le moment cinétique de l'électron est quantifié? Ça veut dire rien que le moment cinétique de l'électron est un multiple de h bar. D'accord? Le moment cinétique ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais que des valeurs discrètes. Et plus exactement, ce moment cinétique égale une constante n fois la constance de Planck, h bar. D'accord? Donc voilà, la quantification du moment cinétique veut dire que le moment cinétique égale nh bar. C'est un multiple de h bar. Donc n est un élément de l'ensemble n. D'accord? Et le moment cinétique, c'est le moment cinétique de l'électron. Et bien, rappel sur le moment cinétique par rapport, on le calcule par rapport au centre, d'accord, de la trajectoire. C'est là où se trouve le proton. Alors le moment cinétique, ce n'est que la quantité de mouvement, le vecteur quantité de mouvement vectoriel, hein, le rayon. D'accord? Donc voilà le rayon par exemple R, le vecteur rayon, d'accord? Vectoriel, la quantité de mouvement, c'est-à-dire MV. Voilà, quantité de mouvement, vecteur quantité de mouvement, MV, vectoriel R. C'est un multiple de h bar. C'est la quantification du moment cinétique. C'est la théorie des quanta de Bohr. D'accord? Alors en effet, on va calculer ce moment. Donc V vectoriel R, ce n'est que le module de V fois le module de R fois le sinus de l'angle entre V et R. Donc vous remarquez ici que la direction R avec la direction de V, ils font un angle de pi sur 2. Donc sinus de pi sur 2, ça va donner 1. Et tout simplement, le moment, ça, on peut l'écrire MVR. Parce que le sinus de θ sur 2, d'accord, il vaut 1. D'où on obtient une deuxième, si vous voulez, équation, MVR égale NH bar, qu'on a obtenue en appliquant la théorie des quanta de Bohr. C'est clair? Donc voilà, et après je peux remplacer, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien voilà, je déduis R par exemple, R égale NH bar sur MV. Je vais appeler cette expression l'équation 2. D'accord? Donc j'ai deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Ces deux équations vont me permettre de déterminer ce qu'on va appeler le rayon de Bohr. D'accord? Alors en fait, le but c'est de déterminer R, de calculer R. R à quoi est égal? R c'est le rayon, d'accord, de la trajectoire de l'électron qui gravite autour du proton dans l'atome d'hydrogène. Alors en effet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, d'accord? Chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'équation 1, d'accord? L'équation 1, et je déduis du fait que mv carré égale e carré sur r, voilà, mv carré égale e carré sur r, c'est l'équation 1, et je vais remplacer le r que j'ai obtenu dans l'équation 2, d'accord? Donc voilà, r, je le remplace avec nh bar sur mv, r égale nh bar sur mv, d'accord? Et donc je fais passer
donc le mv en numérateur sur nh bar, d'accord? Ça fait e carré sur nh bar mv, d'accord? Donc je peux simplifier, vous voyez j'ai mv carré et mv, je simplifie mv de côté que de l'autre, on obtient facilement la vitesse, par exemple, la vitesse de l'électron, v égale, donc tout simplement, je simplifie mv d'un côté que de l'autre, et il me reste v égale e carré sur nh bar, e carré sur nh bar, c'est-à-dire une constante e carré sur h bar fois 1 sur n. Donc vous voyez que la vitesse v de l'électron est fonction de n, avec e carré sur h bar est une constante. Je crois qu'après, dans une question, on vous demande la signification de e carré sur h bar. D'accord? Et après, on va revenir pour répondre à cette question. Mais en tout cas, on obtient v égale e carré sur h bar fois 1 sur n. Et bien maintenant, tout simplement, il suffit de remplacer, d'accord, dans l'équation 2, l'expression de v, voilà, vous avez ici v, la vitesse, par e carré sur h bar fois 1 sur n. Donc en effet, pardon, donc je reviens à l'équation 2, et je remplace tout bêtement la vitesse v par e carré sur nh bar. D'accord? Donc voilà, nh bar sur m, e carré sur nh bar. Et bien je fais passer le nh bar au numérateur et j'obtiens h bar au carré fois n carré. Donc vous voyez, j'ai nh bar, ça fait nh bar fois nh bar, donc nh bar au carré, d'accord, divisé par me carré. Donc tout simplement, R, il vaut une constante qui vaut h bar carré sur me carré fois n carré. D'accord? Alors je vais poser cette constante h bar carré sur m carré égale à R0. Vous voyez très bien que h bar carré sur me carré, c'est les dimensions d'une distance, d'accord? C'est des mètres, d'accord? Parce que n elle est sans unité. Et voilà, vous avez ici R, c'est une longueur, d'accord? Donc on peut calculer et faire l'application numérique de h bar sur me carré, on obtient R0, il est de l'ordre de 0,52 angstrom. 0,52 angstrom. D'accord? D'où, finalement, R, le rayon, il est égal à R0 fois n carré. R égale R0 fois n carré. C'est-à-dire que le rayon, il est fonction de n. Le rayon ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, c'est-à-dire que R, prend des valeurs discrètes, d'accord, en fonction de n. Lorsque n vaut 1, par exemple, lorsque n vaut 1, R égale R0 au carré. Lorsque n égale à 2, R vaut 4 R0, et ainsi de suite. Alors, ma question était déterminer le rayon de bord. Alors, c'est quoi le rayon de bord? Alors, R étant les rayons qui sont permis, les rayons d'orbite permis sur lesquels l'électron peut graviter, ils sont discontinus, d'accord? Alors, lorsque n égale à 1, pour la plus petite valeur de n, R égale à R0. Et bien, le R0 que vous avez là, la constante R0 qui vaut h bar carré sur me carré, on l'appelle rayon de bord. Donc R0 est le rayon de bord. Ce n'est rien que le rayon, ou bien si vous voulez, le plus petit rayon, ou la distance la plus proche du proton permis par l'électron pour graviter autour. D'accord? On ne peut pas s'approcher plus au proton. C'est-à-dire la distance la plus petite, c'est R0, c'est le rayon de bord. Et plus n augmente, plus je m'éloigne du proton. D'accord? Et les rayons sont quantifiés. D'accord? Les rayons permis sont quantifiés. Parce qu'ils peuvent prendre que des valeurs discrètes. D'accord? Et cela vient du fait que Bohr a posé le fait que le moment cinétique de l'électron doit être quantifié. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pour ce rayon de Bohr, parce que c'est très important. Et après, on va vous demander des questions, qui sont des questions qu'on peut déduire facilement grâce à ce rayon que nous venons de déterminer, qui est fonction de rayon de Bohr fois n au carré. Alors, quelle est la question qui vient ensuite? Que représente physiquement le rapport E carré sur H bar? D'accord? Et donner ses dimensions. Donc, si vous vous rappelez, on avait trouvé, d'après l'équation 1, que V égale E carré sur NH bar. D'accord? V, on avait trouvé la vitesse égale E carré sur NH bar. Donc, je fais apparaître la quantité E carré sur H bar. D'accord? Donc, V égale E carré sur H bar fois 1 sur N. Donc, on peut remarquer facilement que lorsque N égale à 1, E carré sur H bar, c'est la vitesse
lorsque n égale à 1. Donc E carré sur H bar, c'est une vitesse. D'accord? C'est une vitesse. Et les dimensions d'une vitesse, c'est des mètres par seconde. D'accord? Les dimensions de E carré sur H bar, c'est des mètres par seconde. Et c'est quoi exactement? Ce n'est que la vitesse lorsque n égale à 1. C'est-à-dire c'est la vitesse lorsque je suis sur l'orbite de bord. D'accord? Lorsque je suis sur le rayon de bord, lorsque je suis très proche du proton, la vitesse, il vaut E carré sur H bar. Qu'on peut déduire facilement en faisant une petite application numérique. E carré sur H bar, on trouve, elle est de l'ordre de 2 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Et je fais la remarque que c'est la vitesse la plus grande de l'électron. D'accord? Parce que plus on est proche, du proton, lorsque n est plus petit, donc n égale à 1, 2, etc. Si n égale à 1, la vitesse est maximum. Plus n devient grande, n égale 2, 3, 4, etc., plus la vitesse diminue. Donc la vitesse la plus grande que peut avoir l'électron, c'est 2 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Et ben, c'est une vitesse qui est inférieure à la vitesse de la lumière. Et l'électron peut être traité dans le cas de la mécanique classique et non la mécanique relativiste. D'accord? Donc voilà pour cette question, c'est très simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande de déterminer? Les dimensions. Ben, les dimensions, ce n'est que les mètres par seconde. Ils représentent la vitesse de l'électron sur l'orbite de bord. Alors, ensuite, calculer l'énergie potentielle de l'électron. D'accord? On prendra l'énergie potentielle à l'infini égale à 0. Donc, EP à la position plus l'infini, il vaut 0. D'accord? C'est un choix, tout simplement. Alors, pour calculer l'énergie potentielle de l'électron, vous savez très bien que la force que vous avez, c'est une force électrostatique de Coulomb. Eh bien, on sait très bien qu'il dérive, d'accord, que cette force, elle dérive d'un potentiel, voire cours de l'électrostatique. Que c'est-à-dire dérive d'un potentiel, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie potentielle égale la force. C'est-à-dire il faut dériver l'énergie potentielle pour trouver la force. Alors, écrivons cela mathématiquement. Je dérive l'énergie potentielle, j'obtiens la force de Coulomb. Eh bien, mathématiquement, je vais intégrer du côté que de l'autre. Donc, par exemple, entre R et plus l'infini, l'intégrale de la dérivée de EP, qui est égale à l'intégrale de la force de Coulomb. Je sais que la force de Coulomb, il s'écrit E carré sur R carré, et je vais intégrer. Donc, l'intégrale de d de EP sur d de R, ce n'est que EP entre R et plus l'infini. Donc, c'est EP de plus l'infini moins EP de R. Et E carré sur R carré, l'intégrale de E carré sur R carré, ce n'est que moins E carré sur R. Pour vous assurer, vous dérivez moins E carré sur R, vous trouvez E carré sur R carré. Parce que la dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R carré. Moins fois moins, ça fait plus, donc c'est E carré sur R. Donc l'intégrale de E carré sur R carré, c'est bien moins E carré sur R, entre R et plus l'infini. Alors faisons le calcul, moins E carré sur R. Si je remplace R par plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Moins E carré sur R. Moins, ça fait plus. Donc, cela me donne facilement E carré sur R. Donc, EP de plus l'infini moins EP de R égale E carré sur R. Sachant que EP à la position plus l'infini, on l'avait choisi égal à 0. Donc, ça revient moins EPR égale E carré R. Et finalement, vous obtenez facilement EP de R égale moins E carré sur R. Donc, c'est un calcul mathématique, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, bien sûr, là, c'est juste une petite remarque. Moins E carré sur R, si je remplace E, la constante E carré par Q carré, la charge de l'électron sur 4 pi epsilon 0. Et bien là, c'est une énergie qui est purement électrostatique. D'accord? Donc voilà pour le calcul de l'énergie potentielle. Je crois qu'après, on vous demande de déterminer l'énergie totale, si je ne me trompe pas. Donc voilà, déterminons l'énergie totale de l'électron. Alors, l'énergie totale, ce n'est que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'accord? Alors, l'énergie potentielle, on l'a déjà calculée, c'est moins E carré sur R. Il me reste l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, normalement, c'est 1 demi mv carré, mais à condition que le système est non relativiste. C'est-à-dire que la vitesse de l'électron, elle est inférieure à la vitesse de la lumière. Donc tout à l'heure, on avait montré que la vitesse maximum de l'électron, c'est lorsque je suis sur l'orbite de bord, qui vaut 2 10 à la puissance 6. Donc, elle est toujours inférieure à c, quelle que soit sa position, quel que soit le rayon qu'il prend.
sa vitesse sera toujours inférieure à la vitesse de la lumière. Donc mon système est non relativiste et je peux remplacer EC par 1,5 mv carré. Donc en effet, l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique étant 1,5 mv carré, moins l'énergie potentielle qui vaut moins E carré sur R. Et bien mv carré, on l'avait déjà calculé en fonction de R dans l'équation 1, si je me rappelle. Donc mv carré, je la remplace d'après l'équation 1 par E carré sur R et je fais la somme. J'ai 1,5 de E carré sur R moins E carré sur R, ce qui fait tout simplement moins 1,5 E carré sur R. Donc voilà l'énergie totale en fonction de R. Et je crois que vous pouvez remplacer le R par sa valeur, parce que normalement R, il vaut R0 n carré, R0 n carré, avec R0 c'est le rayon de bord qui vaut H carré sur ME carré. D'accord? Donc en remplaçant R par cette valeur, on obtient facilement, voilà, je remplace R0 n carré, je remplace R par R0 n carré, et ensuite je remplace R0 par H bar carré sur E carré, et tout le monde est assez grand pour faire ce petit calcul et montrer que ET égale moins ME4 sur 2 H bar carré fois 1 sur N carré. Je vais poser cette quantité, la masse, fois la constante E à la puissance 4 sur 2 H bar carré, ça c'est une constante que je vais nommer, appeler EI. Eh bien, cette constante a les dimensions d'une énergie, donc je vais la noter EI, d'accord, parce que EI est une énergie. Si N, parce que N est sans unité, donc ET c'est une énergie, et bien EI aussi c'est une énergie. Donc voilà l'énergie totale, c'est EI fois 1 sur N E carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que l'énergie totale, elle est fonction de N, c'est-à-dire que l'énergie totale de l'électron ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, les valeurs d'énergie ne sont pas continues. On dit que l'énergie est quantifiée. D'accord? Il prend des valeurs discrètes, dénombrables, non continues. D'accord? Donc voilà l'énergie totale en fonction de L. Donc on dit que l'énergie est quantifiée. L'énergie ne peut pas prendre que des valeurs, ne peut prendre que des valeurs discrètes, c'est-à-dire discontinues, donc non continues et dénombrables, que je peux compter. Alors ensuite, dernière question, déterminons l'énergie fondamentale. Par définition, l'énergie fondamentale, c'est l'énergie de l'électron lorsque N vaut 1. Parce que les énergies sont permises, les énergies permises sont E1, E2, E3, E4. E1, c'est l'énergie fondamentale. Donc lorsque N égale à 1, E total, c'est EI. Donc EI, c'est l'énergie fondamentale qui est égale à moins ME carré sur 2H bar au carré. Et bien cette énergie, normalement, c'est l'énergie d'ionisation. On l'appelle énergie d'ionisation. C'est l'énergie d'ionisation. C'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à l'atome d'hydrogène. D'accord? Moins 13,6. Négatif parce que c'est une énergie d'ionisation. C'est l'énergie qu'il faut fournir, qu'il faut perdre, donc elle est négative. Donc voilà pour cet exercice, je crois que voilà, c'est la fin. Donc comme ça, on clôt la série numéro 2. D'accord? Notre série numéro 2, on l'a terminée. Donc je vous ai donné tous les vidéos relativement à cette série. Donc on a fait la correction de l'exercice 1, 2, 3 et 4. L'exercice 5, normalement, c'est un exercice que je l'ai traité en cours. Donc voir cours, vous avez des vidéos du cours des différents chapitres. Et l'exercice 5, je crois, il comporte sur la marche de potentiel ou la barrière. Bon, en tout cas, vous l'avez, la solution de l'exercice 5, vous l'avez en cours. Donc, je l'ai exposé déjà en cours. Voilà, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention. Et bien, bon courage. Comme d'habitude, travaillez bien et bonne continuation. Et à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.